Je vais voir mes parents, je leur dis: «Ouais, je vais peut-être reprendre une société, la librairie générale» et c'est quand je vois la réaction de mon père et là, je me dis: «Ouais, ça commence à être un» même si les gars me l'ont expliqué, mon père, il me dit: «Quoi? Et la librairie générale, c'est ça que vous allez reprendre et tout?» Je dis: «Ouais». Il me dit: «Mais tu sais que c'est un gros truc et cetera et cetera». Je dis: «Non». Non, les gars me le disent, mais moi, je m'en rends vraiment pas compte. C'est quand j'arrive sur place que je me rends compte de l'impact, et de l'histoire qu'a cette librairie. Je reçois un coup de téléphone de Mac Jazor qui me dit voilà, là on va passer en liquidation. C'est le moment pour les repreneurs de se positionner si repreneur il y a. Faut pas que la librairie meure, ne serait-ce que pour 1 € symbolique. Il faut pouvoir continuer cette activité pour le symbole et tout ce que ça représente. Ça rentrait dans cette logique de création d'emplois, ça rentrait dans cette logique sociétale de renforcer, créer, consolider ce projet Guadeloupe, ce projet de société guadeloupéenne et la partie éducation, transmission, culture, c'est un des piliers forts en fait de ça. Avoir l'opportunité de le faire via un truc aussi emblématique que la librairie générale et de tout ce que ça amène avec, ça avait beaucoup de sens pour nous que ce truc-là perdure, que de l'entrepreneuriat guadeloupéen qui allait avoir 70 ans déjà et qui a eu ses 70 ans avec nous continue. C'était une belle mission. La Guadeloupe, c'est mon territoire. Je l'aime. Et j'aurais aimé l'avoir top of the top. Parce qu'en fait, je crois vraiment qu'ici, on a une forte richesse, que ce soit en termes de culture, d'où on vient et de ce qu'on a pu emmagasiner comme expérience et de ce qu'on peut transmettre. Et aussi la richesse purement géographique et faune et flore. On nous a déjà fait à plusieurs reprises la remarque qu'on faisait de la politique. Et souvent, on explique aux gens qu'on ne fait pas de la politique effectivement électorale, mais si c'est politique au sens premier du terme, et se mettre en fait dans la cité, dans la ville, et voir ce qu'on peut amener, oui, on fait de la politique. Sauf que nous, on se met dans une logique de militantisme où on pense que les choses évolueront en fait dans ce pays-là uniquement si on arrive à faire évoluer l'économie de ce pays-là. On a tous une histoire avec la librairie générale. Quand on était petits, on faisait nos achats là-bas. Enfin, ça représente... Nos parents, en plus, ont eu le temps de faire leurs achats petits. Donc ça avait vraiment un sens. Il y a eu énormément d'affect. On a un peu pris sur notre dos cette responsabilité. Ouais. J'ai peut-être été trop loin. Peut-être que j'aurais pu dire ça un petit peu avant et lâcher le témoin. Mais les choses ne se font jamais comme on veut. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, c'est une entreprise dans un contexte tout aussi difficile que ce qu'il a connu. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les c'est Amazon. Il y a d'autres concurrents aussi redoutables qui se présentent. Et en tout cas, les choses auraient pu mal finir. Mais vraiment, cet esprit de dignité, d'identité, cet esprit de reconnaissance, cette aspiration à être, ce désir d'humanité, eh bien, il a soufflé et posé le témoin entre les mains de ces messieurs et dames que je vous présente ici. Donc, Olmol au grand complet, et ce sera à eux, 35 ans plus tard, à continuer. Certains se disent, oui, peut-être que les choses se transmettent toujours dans les familles. Eh bien non, ce n'est pas toujours dans les familles. Aujourd'hui, eh bien, à la fois c'est la même famille, à la fois c'est pas la même. Alors ce sera pas Jazor, mais ce sera la famille guadeloupéenne. Et voilà, et ce sont tous. Voilà. Voilà. Alors, il y a 2 jours, je me suis rendu compte que les panneaux qui indiquaient la librairie générale, qui fléchaient le parcours, ont été arrachés. Alors, ça indique qu'ils sont sur la bonne voie. Si vous faites déjà peur, c'est déjà pas mal. Si je peux me permettre une dernière chose, de tous les combats que nous avons menés, depuis mon père jusqu'à aujourd'hui, aucun adversaire, aucun concurrent n'a eu raison de nous. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire avec l'expérience
que nous n'avons qu'un adversaire à notre dimension, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est un test. C'est nous. Il faut que nous réglions notre problème avec nous. Et là, personne ne pourra faire face et personne ne pourra nous dominer. La reprise de la librairie a donné une visibilité aux projets entrepreneuriaux de jeunes en Guadeloupe. Donc, c'était pas que la librairie générale, c'est aussi le côté où on peut fonctionner ensemble, on peut entreprendre ensemble, parce qu'on n'était pas une personne, on était un groupe, et ça peut fonctionner. Quand les premiers problèmes arrivent, je trouve ça très surprenant. Ouais, tu vois, tout le monde nous avait dit de ne pas y aller. Ce qui me surprend, c'est le décalage entre la communication qui est faite. Tu vois, nos parents nous avaient dit de ne pas y aller. Et l'attitude des héritiers, mais moi je les connais pas tous, donc surtout. Les seules personnes qui nous ont pas dit de ne pas y aller, c'est notamment les institutionnels, parce qu'il y avait quand même des enjeux d'emploi et des enjeux aussi politiques. Au-delà du côté lien, il y a surtout une mission derrière la reprise de la librairie générale. Ça n'avait rien à voir avec du business. Nous, notre objectif, déjà, comme je l'ai déjà expliqué, Sébastien et moi, on ne devait pas être en front. C'est parce que les médias ont choisi de nous mettre en front. À la base, Olmol ne devait pas apparaître. C'est les médias qui ont choisi de mettre Olmol en lumière. Notre objectif, nous, c'était de reprendre cette société, de la faire prospérer, mais dans le sens payer ses factures. Aujourd'hui, en fait, moi, une des choses qui fait qu'on est dans ce militantisme, c'est qu'il y a des stats que les gens, je ne sais pas s'ils ne s'en rendent pas compte, ils ne sont pas au courant, etc. Mais on a 30% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté dans ce pays-là. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en vrai, 30%, c'est une personne sur 3, quoi. Si on est dans un concert, typiquement, ben, sur 1000 personnes, théoriquement, il y en a 300 qui sont en galère. Et on n'a pas l'impression que ça perturbe les gens tous les jours, quoi. D'y consacrer tous les jours de notre vie, on n'avait pas forcément prévu ça comme ça. C'est pour ça qu'on est 5 associés qui avons repris la librairie. Il y en a 3 qui ne sont pas actifs sur le reste de nos activités, de nos sociétés, donc, sur Olmol notamment. Donc du coup, l'idée, c'était de leur permettre d'être actifs pleinement sur la librairie, donc éventuellement générer leur salaire, etc. Et nous, d'être toujours sur Olmol et les activités que nous, on avait prévues de notre côté. Quand je revois les photos du début de la librairie, je me dis, mais je m'étais un peu perdue en tant que personne. J'étais le projet H24, en fait. Du lundi au dimanche, j'étais le projet de la librairie. C'était pas forcément ça, même si je savais pourquoi je le faisais, mais je me suis beaucoup oubliée pendant au moins la première année de la librairie. Donc, il a fallu aussi apprendre à gérer ça, que l'entreprise, c'est ta vie, mais pas ta vie entière, en fait. Il y a d'autres choses qu'il faut pouvoir se libérer du temps pour les loisirs. Sinon, en fait, on se tue à petit feu, en fait. Physiquement, on s'est retrouvés dans des états. Moi, je me suis retrouvé à perdre connaissance un soir en mangeant avec ma femme. C'est des trucs qui sont violents pour tout le monde. Donc, tu peux avoir la meilleure vision du monde, si t'as personne pour t'accompagner, elle tire à nulle part. Quand tu vois l'état des magasins quand on reprend, tu sens qu'il y a un côté... de toute façon, il est là, quoi. Ouais, il est bon comme ça. Le fléau de notre pays, il est bon comme ça. Tu vois, on avait des trucs maxi aux palettes. Que ce soit beau ou pas beau, là, ils n'ont pas le choix. Ils viendront. Richard, tu avais de la peinture sur ses jambes, sur sa casquette. Sindra aussi en avait dans les cheveux. Donc ça montrait quand même l'implication dans les travaux de la librairie. Les collaborateurs qui nous racontent ça a posteriori. Les premiers entretiens, moi j'avais de la peinture dans les cheveux. J'arrivais, Davy avait toujours sa casquette. C'est marrant qu'aujourd'hui j'en ai une parce que j'en ai moins, mais j'avais que des casquettes tous les jours. Et du coup, en fait, quand ils arrivent, ils nous prenaient pas vraiment au sérieux parce qu'on arrive là, on est habillé en tenue de chantier, avec la peinture partout. On dit est-ce que tu veux travailler avec nous? Genre, il y en a une qui se disait est-ce qu'ils vont pouvoir nous payer, tu vois? Et effectivement, je suis passée où il y avait encore des travaux, c'était fermé. Et quand je suis venue pour mon premier jour d'essai, ils venaient juste de réouvrir. Et je me suis rendu compte du changement et je me suis posé la question à quel moment ils ont eu le temps
de faire tout ça. Parce qu'en fait, entre le jour de mon entretien et le jour de l'ouverture, il y avait un laps de temps très court. Nous, on a cru un truc de base, mais quand on voit que nos collaborateurs, ça les inspire aussi et qu'ils poussent parfois même plus que nous, enfin, il y a des fois, j'en ai même eu les larmes aux yeux, je me dis, mais pourquoi ils nous suivent? On est un peu des fous à 4 avant notre projet, et on voit qu'on inspire. C'était aussi super gratifiant. Donc ça, il y avait ce côté-là qui fonctionnait. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a, pour des questions, j'aurais jamais les réponses, mais je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans ça. Des gens qui bloquent d'un côté un truc qui est magnifique, qui est en train de naître. C'était une bonne question. On peut pas leur reprocher ça. Mais effectivement, le côté col blanc, c'était à ce moment-là, de toute façon, c'est pas à nous toujours, mais c'était pas à nous. Et du coup, on fait les travaux et tout. Et c'est là qu'on commence à sentir des tensions, quoi. Donc on se retrouve à faire cette transition toujours, comme tu disais, un peu par militantisme en vrai. Un peu par militantisme, en se disant qu'on a les ressources, pas forcément financières, mais en tout cas les ressources humaines, les compétences, l'envie, l'énergie pour le faire. Et du coup, il va envers et contre tout, quoi. Puis oui, par rapport au sens, donc on s'est battu dans cette logique de transmission, parce que c'est ce qu'on nous a vendu, il faut que ça perdure, etc., etc. Et au final, en fait, on est en train de se rendre compte que on a trouvé des collaborateurs qui bossent. On s'est fait accompagner des institutions. Toutes les institutions ont joué le jeu au final. Les clients sont là. Particuliers, ils ont été là dès le début, ils reviennent en quantité. Les clients B2B, les écoles, les entreprises, etc., les gens veulent jouer le jeu. Donc, ils sont prêts, ils nous font des commandes, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, le seul truc qui coince, ce sont les grosses difficultés là qu'on a avec nos propriétaires et avec les anciens propriétaires et propriétaires des murs de Jarry et de Pointe-à-Pitre, et qui créent des gros problèmes, quoi. Et donc, le sens de tout ça, de dire qu'on permet une entité qui a été fondée par une famille il y a plus de 70 ans et qu'on permet à cette histoire de continuer, en fait, aujourd'hui, on est en train de on est dans un conflit, des incompréhensions avec cette même famille pour permettre à ceux qui ont créé leur bébé à eux. C'est pas mon bébé, hein. Moi j'ai un autre bébé, c'est Olmol, j'ai un fils, enfin j'ai déjà des bébés, c'est pas mon bébé la librairie générale. Et à leur bébé de continuer, quoi. Donc si en fait l'histoire de départ et le sens de départ même n'est plus là, à quoi bon? On peut faire les mêmes activités de la librairie générale sans que ça s'appelle la librairie générale et sans qu'on ait besoin de gérer tout ça, en fait. J'avais une image de la librairie générale Jazor où c'était le côté transmission, c'est tout ce qu'on nous a vendu. Donc pour moi, quand Max nous parle de reprise, où il me dit ouais, je vais te montrer les photos, les photos de l'époque, on va aller faire une expo. Enfin, il y a plein de trucs qui n'ont pas été faits au final. Moi, j'y crois à fond. Et oui, je tombe de très haut mais je continue à faire parce que je continue à faire au final très vite, plus pour les Jazors, mais très vite pour les gens, les Guadeloupéens, parce que je vois qu'il y a besoin de ça. Surtout quand on voit au final des acteurs comme la librairie antillaise qui arrivent après et qui, eux, pour le coup, ont la trajectoire complètement différente. Il y avait un vrai sujet, en fait, un truc où il n'y a pas la prise de conscience, en fait, qu'en soi, le problème ne vient pas forcément que de l'extérieur. Les gens, ils ont trouvé une qualité de service ailleurs qu'ils ne trouvaient plus ici. Et du coup, quand on reprend, déjà, nous, on n'a pas la volonté de fermer Pointe-à-Pitre, parce qu'on se dit que de toute façon, pour cette rentrée-là, on n'a pas le temps de dire qu'on va réouvrir notre magasin à Pointe-à-Pitre, même si on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on n'a pas encore conscience de tous les travaux qu'il y a forcément à réaliser. À ce moment-là, pour nous, on fait comme on a fait à Jarry, c'est du homestaging poussé. C'est-à-dire qu'on va investir de l'argent, on va mettre de l'huile de coude, de la sueur et du sang, et après on verra. Mais d'ailleurs, en fait, on avait déjà imaginé un peu le même concept qu'ici, une partie lieu de vie, une partie petite salle de classe pour avoir les cours, on avait imaginé tout ça. Bon, il y a probablement plein de toiles d'araignée. Ok. J'ai emmené mon petit plombeau. Et puis tu vois, donc en fait, tout de suite, tu vois que
tout qui n'est pas dans un super état, on va dire. Et en fait, les choses qui ont été notées, c'est des défauts sur la partie électrique. Oui. Tu as du câblage anarchique. Quand tu regardes, tu vois qu'il y a en fait des petites traces d'eau un peu partout sur le faux plafond. Donc, en fait, on est dans un truc où voilà, les gens peuvent voir, on a fait faire un constat d'ici, on a fait des gens venir. Même si c'est quelque chose qui est fermé depuis un certain temps, tu vois quand même qu'il y a des trucs qui étaient là depuis longtemps. Faites attention parce qu'il y a des choses qui sont arrivées ici dans les discussions qu'on a que j'ai avec Max, puisque c'était surtout moi l'interlocuteur de Max. Et nous, on est sur le terre. Et puis Max après pour ses frères et sœurs, le reste de la société, etc. Donc le lien se faisait par nous. Qui m'explique grosso modo un moment en me disant... je lui dis sur les financements, je ne sais pas trop si on pourra réussir à gérer pour pouvoir reprendre tous les magasins parce que là, pour le moment, on est tout seul. La région nous a dit OK, mais pour le moment, on n'a pas de trucs signés. Les banques, il n'y a personne. Les investisseurs, il n'y a personne. Donc peut-être qu'on va devoir dire qu'on repart que de Jarry et ensuite redéployer d'autres choses. Et quand je lui dis ça, il me dit, et donc je lui reparle du contrat. Et donc là, il me dit, ouais, effectivement, ça peut être une solution. Mais vu les délais, on est déjà à mi-mars, voire fin mars. C'est un truc qui pourrait être finalisé que après le 4 avril. C'est la date d'audience qu'il y avait à la base avant que ça soit reporté au 16. Au 12, un truc comme ça. Donc je lui dis, bon, OK, on continue à réfléchir. Finalement, on a fait l'offre pour tout, mais il reconfirme que le truc est dans les tuyaux et qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Et à partir de là, en fait, nous, on se retrouve après la reprise, tout le temps, à devoir relancer sur ce truc-là. On n'a pas de réponse. Devoir à certains moments faire comprendre un peu, nous, on est dans l'exploitation, ce fonctionnement-là, c'est pas possible. Et en plus, on commence à voir que Pointe-à-Pitre, le local même, est problématique. Ça arrive dans le compteur et en fait, tu vois, tout ça, c'est... Regarde, tu vois. La moisissure, l'isolation qui gonfle. Regarde. Ah ouais, ok, ouais. C'est câblage anarchique, c'est ce qui est marqué dans le rapport. Ok. Bon, on va aller par là, comme ça vous verrez. Mais il y avait eu un départ de feu électrique sur lequel il n'y a pas eu de travaux réalisés. Et en fait, le bloc du compteur même était plein de suie, tu vois. Mais c'est un dédale aussi, ce bâtiment-là. Ouais. C'est quand tu viens et que tu n'as pas d'intention de fermer, tu ne cherches pas la petite bête. Ouais. Donc, quand on arrive au départ et qu'on fait la visite... Tu vois le verre à moitié plein. Mais tu vois le verre à moitié plein, mais d'ailleurs à trois quarts plein. À 3 quarts plein. Puisque tu es, entre guillemets, dans l'euphorie du truc. Donc, on vient en se disant, on fera de toute façon. Donc, tu ne cherches pas la petite bête pour dire, ouais, mais là, t'as vu, c'est comme ça, là, t'as vu, c'est comme ça. Ah, on devrait peut-être faire venir un expert. À ce moment-là, on n'a pas cette expérience-là. Et puis, on est dans une relation de confiance aussi. Et le magasin est ouvert. Et le magasin est ouvert. Et depuis 40 ans. À aucun moment, on se dit que le truc, il y a un problème, quoi. Tu vois, regarde. C'est un labyrinthe. Waouh, ah ouais. Attends. Et nous, on n'a jamais vu ça en vrai, tu sais, parce qu'on est dans la gestion du truc, l'effervescence et compagnie. Le pompier, quand il a vu ça, il a pété un câble. Si quelqu'un meurt là, moi j'ai vécu, j'étais au lycée quand le truc des feux d'artifice, le bazar prend feu. Ça nous touche, quoi. Ça nous touche parce qu'on a vécu ce traumatisme d'incendie dans Pointe-à-Pitre qui a créé des morts. Et en fait, les travaux n'ont jamais vraiment été réalisés. Je pense qu'il y a eu un départ de feu, donc ils ont réussi à gérer. Mais voilà quoi, tu vois. Tu changes le truc, à la limite, ça montre l'esprit général de tout ça, tu vois. Ça montre l'esprit général de tout ça, où il y a un entretien qui est fait à minima, il n'y a pas forcément d'anticipation sur les choses, tu vois. Et nous, on a été un peu pris dans ça, un peu naïfs, j'ai envie de dire. Et quand on leur a remonté ces éléments-là, au lieu de nous dire effectivement il y a des soucis, quand on a voulu discuter aussi avec eux de comment on libère le local, leur proposer de leur donner un peu de visibilité pour qu'ils puissent relouer ça à d'autres personnes en payant l'équivalent, je crois, de quasiment 100 000 €. Donc 20 mois de loyer ici, au tout début, avant même qu'on soit dans des logiques conflictuelles. On n'a jamais eu de retour, tu vois. On n'a jamais eu de retour et alors, je sais que c'est pas forcément simple à gérer, c'est une succession, ils sont 6 frères et sœurs, etc. Donc prendre des décisions, c'est pas forcément simple, mais bon, nous, on était dans de l'urgence. Ouais, je comprends. Tu vois, on était dans de l'urgence. Au final, ça met aussi en avant ce problème qu'on a chez nos Antilles d'indivision, un problème de partage, d'héritage.
Où aujourd'hui, tu ne peux pas vraiment administrer simplement ce genre de choses-là. Ouais, j'ai rendez-vous avec des assureurs, on fait le tour des magasins, j'arrive, pas de problème, moule, pas de problème, dès qu'on arrive à Pointe-à-Pitre. En fait, il y en a une particulièrement qui m'a Mouvement de marqué. recul. C'est genre, à l'arrivée, elle m'a dit, mais non, mais c'est mort. C'est mort, on n'assurera pas Pointe-à-Pitre. On n'est pas encore dans les problèmes, mais on nous explique qu'effectivement que tout est possible, qu'on peut éventuellement faire une société commune pour reprendre les parts de ceux qui voudraient veulent vendre pas. Jarry, que le local, le projet est bien. Donc on avait déjà grosso modo 4 personnes sur les 6 où a priori c'était OK. On nous expliquait que la sœur qui est en Afrique de toute façon ne s'occupe pas de tout ça. Donc Le voilà. frère à Paris non plus, en vrai, Le de ce qu'on frère nous à dit. Hein. Paris, de ce qu'on nous dit, effectivement, on ne s'occupe pas de tout ça. Lui, le seul truc qu'il veut, c'est de l'argent, c'est ce qu'on nous décrit. On nous décrit Voilà. en gros qu'il n'a aucun intérêt pour la librairie générale Mm. et les activités librairie générale, la société d'exploitation, et que lui, en gros, c'est l'argent de l'IMO, quoi. Voilà. Et que voilà. Soit c'est loyer, soit avoir sa part de la vente. Et l'histoire nous a appris que c'était pas du tout le cas. Que c'était quelqu'un qui avait aussi essayé de faire des choses mieux, mais qui a été bloqué. Donc c'est vrai que là, on est dans une phase où on ne peut pas se dire qu'il y a des problèmes en perspective. Puisque, et il faut comprendre quelque chose qui est intéressant, et là c'est plus sociétal hein, que sur le sujet vraiment. Mais lorsqu'on cherche des financeurs, c'est incroyable, mais notre pays est comme ça. On cherche des financeurs pour financer une activité culturelle, sociétale qui a son importance pour nos enfants et le futur de nos enfants. Puisque du coup, là, la destination qu'on a, c'est la Librairie Générale Ferme. C'est que du coup, c'est des multinationales, Fnac, Cultura, qui auront pignon sur rue. Donc fatalement, le côté notre histoire, notre patrimoine se perd un peu là-dedans. Donc du coup, quand on fait cette démarche d'aller chercher des financeurs, ce qui est paradoxal, c'est que personne ne veut bouger sur la société d'exploitation. Parce qu'en fait, on a trouvé 3 millions pour acheter. Il y a des gens qui nous ont dit, n'hésitez surtout pas à nous recontacter si le bâtiment est en vente. Donc il y a des gens qui ne voulaient pas mettre 300 000 pour l'activité, mais qui étaient prêts à faire un crédit. Les gens étaient déjà dans des projections immobilières. Tu vois? Alors que nous, on est sur le sociétal et l'entrepreneuriat, créer de l'emploi. Eux, ils sont là pour faire fructifier un patrimoine. Et c'est important de dire qu'on avait déjà de l'argent pour ça, alors que l'activité n'était pas sauvée. On avait une opportunité au bâtiment qu'on appelle les Galeries Parisiennes, qui est sur la place du marché aux épices. Et ce qui était intéressant avec cette opportunité-là, c'est que ça nous permettait aussi en fait d'avoir une offre pour les touristes. Et là, d'ailleurs, on voit, il y a les croisières, c'est des endroits où les gens passent. Et ça aurait été une super localisation pour à la fois vendre des bouquins sur notre culture, sur notre gastronomie, pouvoir vendre aussi des produits d'artisans locaux. Et puis proposer même en plus une expérience en termes de restauration, puisqu'on envisageait de faire des choses sur le rooftop. Et donc on a présenté ça en fait au Jazor, d'abord à Max, puisque c'était notre interlocuteur, dès juillet-août 2019, donc pas très longtemps après la reprise, parce qu'on était censé avoir des retours déjà de leur part par rapport au contrat qui devait être retravaillé par un avocat, qui était censé être retravaillé par un avocat. Et puis après, au cours d'une réunion plus formelle, en octobre 2019, où tous n'étaient pas présents, mais en tout cas ça avait été bien accueilli, donc nous on était assez contents. On leur a fait des propositions, soit pour acheter leur fonds de commerce, ou bien continuer à leur louer, parce que ça reste quand même leur marque qu'ils avaient créé, même s'il y avait des difficultés. Et puis après, finalement, on n'a pas eu de nouvelles. Donc les Galeries Parisiennes, donc c'est cet immeuble-là, qui était la dernière exploitation qu'il y a eu, c'était la halle aux chaussures, donc qui est sur 3 niveaux. Plus en fait un rooftop, et on comptait tout exploiter. Au rez-de-chaussée, il y avait la partie purement librairie et aussi tourisme. Au premier niveau, on avait la partie papeterie et puis déjà une partie conférence de mémoire. Et au 3e niveau, on avait des salles de cours et des espaces de travail. Et après en rooftop, cette partie restauration, bar, qui aurait pu être un lieu à la fois pour les touristes et puis un peu hype aussi. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui reviennent s'installer à Pointe-à-Pitre et qui cherchent des activités en cœur de ville. Et voilà, le projet était ça, on trouvait que ça s'intégrait bien, ça répondait à beaucoup de besoins de la population, jeunes ou moins jeunes, locales ou touristes. Et puis finalement, on est rentré dans des difficultés et on n'a pas pu mettre ça en place, quoi. Donc ça avait beaucoup de sens, tu vois, il y a le marché aux épices, il y a ce qu'il faut en fait, c'était cohérent. C'était cohérent et on est dans un espace en fait qui est top. On est presque au cœur en vrai de. C'est un des cœurs de Pointe-à-Pitre en tout cas. C'est un des cœurs de Pointe-à-Pitre.
Premier niveau, encore une fois, ben, l'idée c'est lieu de vie. Et deuxième niveau, avec le toit du deuxième, du deuxième bâtiment, Oui. c'était de faire un piano-bar avec une terrasse rooftop. D'accord. Tu vois, tout très stylouse. Hein. Ouais, ouais, Le ouais. petit piano-bar, tu vois, comme ça, les gens qui aiment bien les petites ambiances feutrées, posées, pas forcément du wélélé, tu vois, avec ce côté piano-bar à l'étage. Et ceux qui aimaient plus les ambiances un peu plus noada, nanana, on se mettait au niveau du jardin. Oui. Tu vois, un côté, voilà. Et donc, c'était ça le projet. Bon, finalement, ben, toujours dans le même souci de ne pas pouvoir implanter rapidement et de ne pas pouvoir se projeter par rapport au conflit. Ben, du coup, le propriétaire a raison. Nous a dit, bon les gars, j'ai trouvé une opportunité pour le vendre, donc voilà, donc je vais le vendre et ça va être ça. Donc voilà. Et donc toujours dans l'esprit de se dire que potentiellement, tu sais, on tente parce qu'on se dit, le conflit va se régler. Oui. Tu vois, à aucun moment, ça reste dans ta tête de te dire autant de que temps. quand il faut tout ça, tu vois ce que je veux te dire. Donc du coup, nous on est toujours dans le truc où on cherche des pistes tant que, tu vois, tant qu'on peut quoi, tu vois. Donc voilà. Et donc du coup, ben, ça tombe à l'eau et on continue à réfléchir du coup parce que Pointe-à-Pitre c'est important pour nous, tu vois. Nous on y a grandi, enfin voilà. Moi j'étais à l'école à Pointe-à-Pitre, j'étais ici tous les samedis, tu vois. Les dames du marché de la Darse, on va passer devant. Ce sont des dames qui m'ont vu grandir, hein, tu vois. Pour te dire, tu m'as retourné madame, moi. Elle me dit, ah c'est ta femme, mais c'est trop bien, et toi les enfants, et nanana, tu vois. Genre comme c'est une tati, tu vois, que tu vois une fois par semaine, tu vois, et elle te donne des trucs et des tomates, des machins. Donc moi j'ai toujours cet attachement pour Pointe-à-Pitre, tu vois. Donc du coup, voilà. Ok, je comprends. C'est une très belle façade, hein, franchement. Il y avait un potentiel de fou, hein. Son but est que le pater en moi été payé raconter, tu vois. Ok. Puisque Missy a grandi avec ce cinéma-là, tu vois. Mais moi, tu vois, j'ai pas forcément des infos aussi précises, tu vois. Ok. Mais en gros, ben, l'idée pour nous, c'était toujours dans l'esprit de chercher de l'IMO à Pointe-à-Pitre, tu vois. Inoccupé avec du flux. Et tu vois, pareil, la place de la Victoire est quand même une place magnifique, tu vois. Et donc, du coup, l'idée pour nous, c'était de s'intégrer à la logique économique de cette place. Et du coup, il y a 2 porteurs de projets qui sont validés, du coup, sur la solidité financière. Et il se trouve que l'un des 2 apprend que nous aussi, on a un projet. Et eux, ils avaient envie de travailler sur la Renaissance, mais ils n'avaient pas forcément de programmation définitive. Donc ça les intéressait bien de discuter avec nous, de voir un peu quelle était notre programmation, pour voir si c'était quelque chose qui pouvait être, si on pouvait cohabiter quoi, et faire un projet commun. Tu vois. Ça pouvait leur correspondre et au final qu'ils puissent porter le projet. Avoir une petite occasion de lionnage en plus au final. C'est franchement cool, parce que du coup on ne s'attendait pas forcément à ça, parce que c'est quand même un gros, tu vois. Et du coup on les rencontre et je sais pas moi, en 10 jours on remet le projet. Parce que tu sais comme on avait tout écrit, tout imaginé plus ou moins et tout, c'était facile de recracher entre guillemets et de structurer un peu le dossier, tu vois. Et donc du coup, on avait mis librairie générale, librairie papeterie au rez-de-chaussée, avec la partie un peu cafette, tu vois, le coffee shop. Ouais. À l'étage, du coup, on avait fait une sorte de U. Donc ça, c'est côté Place de la Victoire. On avait fait une sorte de U et un U avec un vide. Tu sais, comme dans les belles bibliothèques. Tu sais, aux States, dans les grandes villes, tu as toujours des sortes de balcons autour du rez-de-chaussée. Je vois des grands espaces bien ouverts, bien aérés. Ouais. Et en fait, tu sais, tu as la façade historique qui a été démolie mais qui va être refaite. Et en fait, du coup, tu as quand même des restrictions parce qu'elle est classée monument historique. Donc, tu ne peux pas dépasser la façade. Donc, il faut que toutes tes activités soient derrière. Donc, du coup, on pouvait faire que 2 niveaux de ce côté. Et donc, du coup, de ce côté, le 3e niveau, c'était un rooftop. Tout bête, avec un puits de lumière au centre où tu ne peux pas marcher forcément, un truc vitré, pour donner de la lumière naturelle dans la librairie et la partie un peu travail. Voilà. Et du coup, premier niveau, l'idée c'est de mettre bureau d'avocat. Deuxième niveau, premier niveau, bureau de médecin. Deuxième niveau, bureau d'avocat, bien sûr, ascenseur, tout ça, parce que tu as les normes PME à respecter et tout. Et tout en haut, du coup, faire une sorte de restaurant, pour le coup, dans l'esprit du 73. Gastronomie, bistronomie locale. Sachant en plus qu'à cette époque, le projet
Ils l'ont fait en 1973, ils tournent. Ah Il oui, y a à pas l'époque, encore de- mais en fait, on est au Covid. Hein? Donc, Ouais. il tourne dès que David décide d'ouvrir parce qu'il le peut par rapport au Covid. Il y a du monde, tu vois. Donc, du coup, l'idée pour nous, c'était de s'inscrire dans la même lignée. Tu sais, à partir du moment où tu as 1, 2, 3, 4 initiatives dans une rue, ben, ça devient une rue dynamique. Mais au-delà de la paix sociale de ce type, c'est-à-dire que l'image, imagine, t'es Guadeloupéen, t'as grandi ici, t'as grandi dans un truc où on ne nous permet pas de rêver finalement. L'entrepreneuriat, c'est pas pour nous, les béquilles ont la main sur tout, t'es pas blanc, t'es pas ceci. Il y a toujours, tu sais, ce petit côté un peu réducteur des gens de couleur, des afrodescendants aux Antilles qui ne pourront pas accéder à ce genre de taf, quoi, tu vois, d'entrepreneuriat, de porter des projets, nanana. Et en fait, tu as ce côté où une des plus grandes réussites du XXe siècle en Guadeloupe, c'est la librairie générale. En termes économiques, commerciaux. Famille afrodescendante. Famille afrodescendante, qui permet aux gens d'accéder À la à des écritures Ouais, afrodescendantes. qui a accompagné des auteurs de la Bien sûr, créolité. des dizaines de Une transformation jeunes de la hommes. société guadeloupéenne tout court. Bien sûr, On est ils ont passé des gens permis- qui étaient à la campagne aux gens à la ville, etc. Des gens qui ont permis qu'une tonne d'avocats et de D'éduquer, médecins de sortent médecins. des afrodescendants. En fait, c'est tout un concept, la librairie générale. C'est une immense réussite ce que Hubert D'ailleurs, il y a- Jazor et Mérina ouais, Jazor il y a- ont fait. Ok, j'ai le timing qui du coup est maîtrisé, mais par contre, tu sais, je me projette vraiment. Tu sais, je m'imagine dans le truc, je me mets à la place des clients, je me mets à la place, tu vois. Et tu sais, ça fait toujours mal de voir que tu mets ton cœur dans quelque chose et que ça sorte pas, tu vois. Aux gens avec qui soit je fais du tennis ou avec qui je joue au foot, pour blaguer, tu vois, en mode blagueur, je dis on apprend plus dans la défaite que dans la victoire. Et c'est vrai finalement. Tu vois, tu apprendras plus en jouant contre des gars plus forts que toi en permanence et toi tu vas progresser que de jouer avec des gars plus faibles que toi. Et donc du coup, nous on arrive dans la cour des grands. Pour l'instant, on est encore, tu vois, on est petit. Moi j'ai pas de, tu sais, j'ai pas d'ego pour dire ouais, qui j'en nous panie. Tu vois, c'est pas ça. Mais c'est vrai que à chaque fois dans la mesure où c'est pas lié à ce qu'on produit nous, même pas lié à une situation qui tu vois ce que je veux te dire, c'est plutôt ça qui est dur, tu vois. Et l'envie de refaire à chaque fois, j'arrive même pas à comprendre comment on fait pour l'avoir encore. Et objectivement, je l'ai de moins en moins. Les derniers plans que j'ai matérialisés, les derniers projets que j'ai matérialisés avec mes associés, il y en a un notamment, s'il ne se fait pas, je pense, ouais, sincèrement, j'arrête tout. Non, sérieux, j'arrête tout. Je veux vraiment arrêter parce que du coup, c'est trop compliqué. Tu vois, c'est trop compliqué. Et qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien, tu vois. Mais c'est vrai que là, 2023, pour moi, c'est une année coup près aussi, tu vois. C'est important pour moi de commencer à penser à moi. Tu vois, là, j'ai beaucoup pensé à mon pays. J'ai toujours pensé à ce qu'on pouvait apporter en termes de valeur ajoutée au pays. J'ai toujours pensé à qu'est-ce que je peux faire, moi, des vies, pour mettre ma pierre à l'édifice, pour permettre à notre Guadeloupe de ressembler à quelque chose. J'ai 31 ans. J'ai la chance de faire partie d'un groupe qui fait travailler plus de 50 familles en Guadeloupe aujourd'hui. Il y a des vies, entre guillemets, en jeu, même si personne ne va mourir, je pense, parce qu'il y a toujours des solutions. Mais il y a des parcours de vie, en tout cas, qui sont en jeu, alors que, en vrai, on n'aurait jamais dû avoir de difficultés venant de cet endroit-là, en tout cas. On aurait pu avoir des concurrents qui nous tirent dessus, on aurait pu avoir des financeurs qui nous disent... Ce qu'on a eu finalement, voilà. Parce que nous, Oui, mais c'est de la concurrence normale. Non, mais on a eu de la concurrence normale. Ils nous ont toujours expliqué quel était le problème avec les anciens propriétaires. Et je trouve ça déjà dommage, parce que c'est pas ce qui avait été vendu au début. Parce qu'ils étaient là pendant un moment. J'ai eu l'occasion de les côtoyer avant vraiment le départ. Et ils donnaient vraiment pas cette impression-là. Ils donnaient l'impression de transmission et on se rend compte que c'est vraiment pas le cas. C'est triste, c'est dommage, parce qu'on a tous nos familles. Et c'est vrai qu'ici, on a créé pas mal de choses. On a passé de bons moments, on a passé de mauvais moments, on a eu pas mal de galères. Mais on a toujours été assez soudés, on s'est toujours senti bien. On se lève le matin avec l'envie de venir travailler. Aujourd'hui, être dans cette situation, je trouve ça décevant et vraiment dommage pour nous et pour nos familles, parce qu'on a quand même nos familles impliquées dans cette histoire. Ils savaient quoi faire, ils savaient pourquoi ils sont venus là. L'équipe qui était là auparavant, mais là, je dis que c'est à cause d'eux aussi.
Parce que normalement, si les jeunes sont venus là, c'est pour travailler, c'est pas pour regarder à gauche, à droite, c'est-à-dire une vision de travailler, d'aller plus loin. Mais là, si, admettons, il y a des obstacles à gauche, à droite, mais ils sont bien de tourner, regarder, ils ne pourront jamais avancer convenablement. Je suis inquiète parce qu'en tant que commercial, je ne peux pas répondre à la demande de mes clients. Je ne peux pas passer de commande, je ne peux pas réceptionner de la marchandise, je ne peux pas programmer mes livraisons. J'ai des demandes de devis que je réponds aux demandes, mais que j'ai un peu peur en fait que ces devis soient validés parce que je ne pourrais pas donner la marchandise à mes clients. Donc est-ce que je suis inquiète? Je suis très inquiète. Mais lors de la reprise, c'est parce qu'il y a eu un problème de timing. Mais en vrai, jamais je reprends, à l'instant T là, jamais je reprends si je ne fais pas une expertise du bâtiment, de tous les bâtiments, si je ne revois pas les contrats avant. Et même si on dit oui, il y a une société historique en péril qui va mourir, meurt. Ah oui, non, tranquille. Je trouve ça un peu dommage. C'est le terme que je préfère employer. C'est dommage parce que l'initiative, elle est vraiment belle. L'idée, en fait, c'est vraiment de véhiculer la culture, de créer du lien avec les gens, les enfants, les familles, de promouvoir la culture caribéenne et autres, en fait. On organise des conférences aussi, on fait des dédicaces, on promotionne des auteurs. On a vraiment énormément de choses qui font que c'est pas juste une librairie, mais c'est vraiment un lieu de vie. On a une cafétéria, un lieu de travail, de coworking. Je pense que si ça doit continuer pour X raisons, moi, à titre personnel, ce ne sera pas avec moi. Parce qu'on a déjà donné. Surtout, dans les conditions actuelles, pour nous, ça ne peut pas continuer. Je suis inquiète aussi pour nos enfants guadeloupéens, parce que si ça continue comme nous sommes actuellement, la rentrée 2023-2024 sera en danger. Donc oui, je suis très inquiète. Bon, je redis là, le problème qu'on a là aujourd'hui, je sais pas jusqu'à aujourd'hui quelle est la source du truc. Moi, dans mon analyse, c'est pas un problème financier. C'est peut-être un problème de personne, d'ego. Il y a peut-être un truc qu'on a mal dit un moment, je sais pas. Tu vois, je sais même pas qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette situation avec des conséquences qui sont en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros de chaque côté, tu vois. Parce que ça dure depuis 3 ans et que les trucs s'accumulent, alors qu'on aurait pu régler le problème il y a 3 ans et que chacun soit chez soi tranquillement et qu'on puisse même aller boire des verres ensemble s'il faut, tu vois. Si c'est Sébastien Célestine qui dérange, nous, on le met dehors et on continue à faire fructifier la librairie. Nous, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on se sent bien ici. On vient travailler ici tous les jours. On n'a pas les plus mauvais patrons. Ça, il faut pas... Moi, je le dis, j'ai déjà travaillé à pas mal d'endroits. On n'a pas les plus mauvais. On vient travailler des fois avec nos enfants. Mon fils m'a dit, il est en 4e pour son stage de 3e. Il voulait faire son stage de 3e ici en immersion. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on n'a rien demandé. Donc moi, j'aurais voulu savoir pourquoi autant de méchanceté envers nous, simplement. Aujourd'hui, si jamais quelqu'un vient nous voir, comme l'a dit Christophe, mais laisse tomber. Ton business va mourir? Je pense que on reprend plus de société en fait. Non. Même si... Non, on reprendra plus de société. Je pense que, ouais. On reprendra plus de société. S'il y a une conclusion à tirer de ça, c'est qu'on crée et on faut créer, ouais. Je pense que là, ce qui est important, c'est que ça nous serve à nous déjà et qu'on puisse transmettre au maximum et que les autres, parce que c'est un des gros problèmes qu'on a ici. Alors là, pour le coup, je ne vais pas dire que c'est un sujet au niveau national, mais qu'on a ici, c'est qu'on a du mal à transmettre en fait. Aujourd'hui, on arrive à un stade, et en tout cas moi particulièrement de ma vie, où j'ai entre guillemets fait beaucoup de sacrifices pour les sociétés, pour en arriver là. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de prendre du plaisir au quotidien dans ce que je fais. Donc je me consacre beaucoup au business qui m'ont toujours animé depuis très jeune, puisque certes, j'avais pas la fibre entrepreneuriale, mais il y avait des choses qui m'animaient, que j'ai pu traduire en business aujourd'hui, qui sont écrits depuis 5 ans, que la librairie a mis en suspens, parce qu'on s'est consacré à la librairie. Et donc, du coup, les années futures, c'est ça. Enfin, c'est pas mon emploi, entre guillemets, qui me fait peur. J'ai pas peur de le perdre en soi. C'est plus ce que le message véhicule, en fait. C'est plus l'entité de la librairie Caribbean Culture House. J'ai pas envie que ça disparaisse. J'ai pas envie que ça s'éteigne, en fait. Simplement, j'ai envie de pouvoir continuer à conseiller des gens, que les gens viennent, même si c'est pas forcément moi qui suis là, mais
que les gens continuent de venir, qu'ils aient un lieu en fait qui leur appartienne et qui leur ressemble. Je pense qu'on a participé tous ensemble, pas uniquement mes associés et moi, mais tous ensemble avec cette équipe à montrer que potentiellement c'était possible. Tu vois, potentiellement c'était possible et c'est ça aussi qui est un peu triste dans ce qu'on a pu vivre à côté de tout ça et dans les difficultés qu'on a pu avoir avec les anciens propriétaires. C'est que là, on va être obligé d'être dans un truc où on explique que même quand on a tout ça qui pousse dans le même sens, ben si tout le monde ne pousse pas dans le même sens, et ça permet peut-être de comprendre un peu l'état de notre pays, tu vois, mais si on a juste le grain de sable qui fait que, mais en fait, ça peut tout casser. Ça peut tout casser et c'est ça qui est triste et qui est difficile à vivre, tu vois. Moi, une des difficultés, c'est pas sur Holman, mais un des trucs pour moi qui est le plus dur aujourd'hui sur la librairie, c'est que potentiellement cette boîte-là va fermer et jusqu'à présent, on ne sait même pas pourquoi, en fait. C'est un peu cette image-là qui ressort, que les Guadeloupéens ne peuvent pas travailler ensemble, alors que si, en fait, on peut. Et ça se prouve aujourd'hui parce que nous, on travaille ensemble et ça se passe bien, enfin, depuis quelques années déjà. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau et voilà, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas aller au bout de tout ce qu'on aimerait faire. Moi, aujourd'hui, je sais où on a... Enfin, je sais. J'ai une analyse de ce qui s'est passé, qui nous a conduit à là où on est aujourd'hui. Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on n'a pas fait. Et moi, ça m'a fait grandir dans le dur, mais j'ai grandi. Et je peux te dire qu'il n'y aura plus jamais rien qui va se faire dans nos sociétés sans que ce soit écrit. À partir de 2019, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, je commence à vieillir, mais s'il fallait travailler 20 ans encore, j'aurais pu travailler 20 ans. Mais je ne peux pas. Surtout à cette équipe-là, l'équipe jeune, quoi, c'est-à-dire. Et vous voyez ça me rajeunit un petit peu aussi. La relation avec les anciens propriétaires, ça c'est un gros point noir. Ou peut-être que c'est générationnel aussi d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Mais on a eu ce souci aussi qui est marquant. Et ça nous a donné de bonnes leçons. La première est que je donne à tous les entrepreneurs, notez tout. Ne laissez parole en bouche pas sage. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Il y en a 1 milliard de proverbes qui le disaient. Mais il a fallu qu'on se brûle les doigts, comme beaucoup de jeunes qui font leur expérience, pour savoir que ça brûlait fort. Donc, on aurait tout noté. On aurait tout ratifié, comme on le dit dans le jargon. On n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, ça, c'était une belle leçon d'humilité aussi, de bien comprendre qu'on n'a fini jamais d'apprendre. Donc, même après cette expérience malheureuse où on a appris beaucoup de choses, on pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. Et on a appris aussi, et en négatif, c'est potentiellement les conséquences du manque de communication qu'on peut avoir entre Antillais. Et ça, c'est la chose qui me touche le plus, parce que je vois le peuple guadeloupéen comme un peuple fort et fier. Et le problème de notre fierté, c'est qu'elle se transforme en égo. On doit faire des choix à des moments, il y a des trucs qu'on ne veut plus faire, tu vois. Même nous, ça nous a fait prendre en fait du recul sur comment on vit notre engagement pour le territoire. Tu vois, ce côté militantisme, etc. Jusqu'où on va? Comment on fait? Avec qui on fait? Est-ce qu'on doit être dans un sacrifice en fait de notre vie pour machin? Alors, en vrai, on a déjà sacrifié 4 ans, là. On a déjà sacrifié 4 ans dans un truc qui potentiellement va mourir. Alors ça va mourir, c'est la vie aussi des entreprises. Mais pourquoi en fait, tu vois? Pourquoi? On sait pourquoi par rapport à la population, on sait pourquoi par rapport au territoire, mais on aurait très bien pu faire ça autrement, plus simplement, et sans avoir à gérer autant d'emmerde. Tu vois? Donc c'est un peu le côté, ça rend un peu bipolaire. D'un côté, un jour, tu as un client qui t'arrive, dit c'est magnifique ce que tu fais. Et d'un autre côté, tu as des nouvelles de mise en demeure, de je sais pas quoi, de possible exclusion de la librairie. Enfin, donc dans une journée, tu es passé de là à un down ou voilà. Donc c'est jongler avec ça. Je pense que ça fait partie de la vie d'entreprise, mais je pense que je l'ai vécu en... J'ai eu, ça fait 4 ans le projet de la librairie, mais je pense que j'ai pris au moins 10 ans d'expérience en très peu de temps.
les gens ont tendance à nous dire ouais, qu'on fait des choses bien, qu'on est chaud et tout. Si on était chaud avant ça, après ça, j'imagine même pas ce qui va se passer parce que de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu grâce ou à cause de la librairie, on en a tiré des enseignements qu'on va mettre à profit pour tous les projets qu'on a derrière. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire avec l'expérience que nous n'avons qu'un adversaire à notre dimension, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas dire, ah oui, c'est un test. C'est nous. Il faut que nous réglions notre problème avec nous. Et là, personne ne pourra faire face et personne ne pourra nous dominer. Moi, je suis en mode chariot élévateur, en train de prendre des palettes de misère. Wap, wap. Monday sport session during the evening. Yeah, Sindra. Yeah, the machine. Jessica and Davy, come on, team rock, make the dream rock.